Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Proximité Web TV, la télévision du futur, merci d'être des nôtres aujourd'hui encore dans le cadre de cette émission Plateau Spécial. Le plateau spécial qui reçoit aujourd'hui une personnalité bien connue sur la place du Gabon. Il s'agit de Denis Massandé. Denis Massandé est président de l'Association pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon. On parle, Denis Massandé, des peuples autochtones. Les peuples pygmées font-ils partie des peuples autochtones? Si oui, c'est quoi les peuples autochtones? C'est qui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation à cette émission. Et pour répondre directement à votre question, l'Association pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon est créée de la volonté d'un groupe ethno-linguistique basé à Fougamou par Ikobe. Et suite à ce constat que nous nous sommes retrouvés en 2003 pour créer l'Association pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon, aujourd'hui dont le monde ne peut vivre sans sa propre culture. Et pour répondre à votre question, les peuples autochtones, ça c'est déjà de ce que nous sommes en train de faire là. C'est bien, mais j'aurais pu être en face de moi un journaliste qui me parlerait et qui me poserait des questions en langue pygmée. Parce que le message que je vais traduire aujourd'hui, que je vais présenter aujourd'hui, devrait être écouté par mes frères dans les villages. Parce qu'aujourd'hui, on suppose que le réseau de communication essaye d'aller jusqu'à proximité des campements des peuples pygmées. Aujourd'hui, les peuples pygmées, d'autres en ont déjà des portables capables de lire et d'écouter des messages de ce développement moderne qui est la communication. Les peuples autochtones, ça c'est un mot qui revient de l'Occident. Mais parler, peut-être poser la question, qui sont les peuples pygmées? Les peuples pygmées aussi, c'est une appellation des Occidentaux. Oui. Mais dans nos milieux respectifs au Gabon, nous avons des groupes ethno-linguistiques. Il y a eu 2 groupes qui sont venus depuis l'Égypte, ont transité d'autres par le Cameroun pour s'arrêter au nord, donc à Minvoul, on les appelle les Baka. Et l'autre groupe a transité par le bassin du Congo pour passer par Brazzaville et aller à l'ouest, à l'est du Gabon, donc dans les provinces de l'Ogooué-Vindo, du Haut-Ogooué et de la Nyanga, pour se mettre au sommet du mont du Chahut, qui est aujourd'hui le mont Ibunji. Donc ce sont les 2 groupes que je reconnais, que mes parents m'en ont parlé. Et ceux-là, on les appelle comment? Parce que vous avez on les appelle les Baka. Au nord les Baka, au centre les Babongo. C'est le plus grand groupe qui s'est émietté vers le sud, pour être les Barama, les Bakama et les Barimba dans la Nyanga. Et les autres sont descendus par l'Ogooué jusqu'à l'estuaire, à la côte, où on va vous le dire qu'on les appelle les Akoa. Ah bon? Oui. Donc le groupe, le plus grand groupe, Babongo, va s'émietter pour devenir Bakweya dans l'Ogooué-Vindo, les Babongo dans une partie du Haut-Ogooué, l'Ogooué-Lolo et l'Angouni. Et la Nyanga aussi vers moi. Donc ces 2 groupes ont créé maintenant des sous-groupes. Ces sous-groupes-là, avec les partitions territoriales, ils sont maintenant à 9 groupes qui parlent Pounou, qui parlent Vili, qui parlent Bungom, donc Bakota ou bien Sake, Fan, Michogo, Ndjebi, Massango, Pounou, Eshira
Et vous allez voir les autres aussi, groupes qui parlent aujourd'hui Miene, Orungu, Akowa, tout le long de la côte. Donc on peut retenir, Denis Massandé, de tout ce que vous avez dit, que les peuples autochtones ou les peuples pygmées, ça dépend, constituent un groupe sociolinguistique dont les deux grandes composantes sont les Baka et les Babongo. Oui. D'accord. Mais on présente le plus souvent le pygmée comme quelqu'un de petite taille. Alors que vous, Denis Massandé, vous êtes de taille, de grande taille. On fait que les premiers explorateurs qui ont découvert les premiers êtres vivants dans nos forêts du bassin du Congo n'étaient pas de grande taille, parce qu'ils ne vivaient pas de chaleur. Ils étaient toujours dans les grottes, sous les arbres, et il faisait frais. Donc la croissance n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec le brassage des peuples, le développement du pays et les effets du changement climatique, un noir fait un blanc, et un blanc fait aussi un noir. Or, aujourd'hui, il suffit de constater qu'un bébé né blanc, et au fur et à mesure, c'est juste une membrane qui protège la peau du bébé qui s'enlève au fur et à mesure pour garder sa peau. Or, aujourd'hui, pour vous dire, les peuples pygmées, ça c'est de petite taille, ce sont des appellations coloniales. Et aujourd'hui, nous avons le brassage, le développement du pays. Moi qui vous parle, je suis de père Michogo et de mère Pygmée, dans la région de Mimongo, au village Kandapi. Alors là, vous m'amenez un peu m'interroger, ou vous interroger, si vous voulez, sur l'habitat des peuples pygmées, sur leur habitat et sur leur nutrition, c'est-à-dire sur leur alimentation, parce que on nous disait à l'époque, lorsque nous étions enfants, que les pygmées vivaient de chasse et de cueillette. En est-il encore le cas aujourd'hui, Denis Massandé? Oui, nous n'avons pas oublié notre culture. Et où ils vivent même? Et c'est comme j'étais en train de vous dire à l'entame de cette émission, que dans les cellules, à Mimvoul, à Mekambo, à Boué, à Mimongo, à Ibunji, à Rinanjala, à Moabi, vous allez trouver des poches des peuples autochtones, à Okonja et tout le reste, Bongoville, Boumango, vous allez les trouver. Mais nous n'avons pas oublié notre habitat, c'est-à-dire celle des huttes, parce que la construction n'avait pas beaucoup de complications, ni d'architecture compliquée comme ce que nous vivons aujourd'hui. Nous respectons la nature, et c'est pour cela que notre habitat est resté le même, c'est-à-dire les huttes faites de branchages et de feuilles. C'est bien, nous continuons à les avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même s'il y a des brins de sédentarisation, mais nous avons toujours nos campements où sont représentés ce type d'habitat. D'accord, votre habitat, c'est toujours des huttes faites de branchages. Bon, d'accord, mais en ce qui concerne votre alimentation, est-ce que vous vous nourrissez toujours de chasse et de cueillette? Oui, tout le monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, que ce ne soit pas seulement pour les pygmées. Même les Bantous aujourd'hui ne vivent pas de la nourriture qui tombe du ciel. C'est-à-dire vivent de chasse et de cueillette. C'est nous qui sommes même le grenier des autres populations. Parce que c'est nous qui les nourrissons par notre chasse, notre cueillette. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Comment vous les nourrissez alors qu'on dit les peuples pygmées non habitués aux autres peuples? C'est-à-dire que le pygmée a toujours marqué une certaine réticence à rencontrer les autres. Comment alors se fait ce troc-là, ou si vous voulez, comment se font ces échanges entre vous et les autres peuples? Oui, aujourd'hui, la nature, l'histoire va nous donner raison. C'est ceux qui se sont aventurés à rencontrer, à se familiariser avec le modernisme, aujourd'hui ne trouvent que des difficultés. Ils ont même des problèmes à revenir vers nous. Nous sommes restés méfiants depuis l'histoire.
tant que nous ne serons pas sur les mêmes pieds d'égalité, se regarder les yeux dans les yeux, parler le même langage, nous sommes restés méfiants. Parce qu'on a vu le blanc venir. Et on s'est dit, celui-là, il n'est pas de même nature que nous. Donc, il va falloir devoir du respect, l'écouter. Et si, en l'écoutant, il ne répond pas au respect de la nature, eh bien nous, on va rester méfiants. On est toujours resté méfiants, à continuer à manger de nos fruits et des fruits de nos chasses et nos cueillettes. Donc voilà aujourd'hui. Ben oui, est-ce que vous, Denis Massandé, vous acceptez ce qui vient des autres peuples? C'est-à-dire que entre vous et les autres peuples, est-ce qu'il y a un établissement d'un marché? Non, c'est toujours les autres qui viennent prendre chez nous pour commercialiser. Ah oui. Et en commercialisant, ils ne donnent pas les origines de la production. Ils s'approprient la tutelle. Or, aujourd'hui, les difficultés, c'est quoi? Voilà ce que nous souffrons aujourd'hui. Pour avoir un fruit d'un atanga sauvage, c'est chose difficile dans nos magasins. Pour avoir un morceau de tubercule ou de banane dans nos magasins, c'est difficile. Mais nous, dans nos villages, nous avons des jardins derrière les maisons. Nous avons nos plantations. Et nous avons notre réservoir qui est la forêt. Donc, on ne cherche pas, c'est nous qui alimentons les autres. Et les autres n'ont pas la reconnaissance de publier que cette production-là revient des peuples autochtones. Voilà. Et donc, vous voulez nous laisser entendre qu'il y a finalement des échanges assez accrus entre les peuples pygmées et les autres peuples, mais on nous présentait cependant les peuples pygmées comme des peuples assez renfermés sur eux-mêmes, qui n'acceptaient pas la cohabitation, qui n'acceptaient pas d'aller en ville, ainsi de suite. Oui, ça c'est ce que j'étais en train de dire au début, qu'il faut qu'on refasse notre propre histoire. Nous-mêmes, il faut que nous l'écrivions nous-mêmes, notre propre histoire. Il ne faut pas se focaliser sur des écrits des colons. Vous voulez dire que ce sont des clichés? Ce sont des clichés pour nous. Parce que notre propre histoire aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire de 1800. Oui. L'histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de 1800 que les explorateurs sont venus découvrir, le Gabon et tout ça. Alors donc, nous devons écrire notre propre histoire. C'est pourquoi dans les ODD de notre association, nous avons un secteur formation et culture. Donc nous voulons écrire, passer de l'oral à l'écrit, en créant aujourd'hui le centre culturel des peuples autochtones du bassin du Congo. Puisqu'on a déjà une association de peuples, développement de la culture des peuples pygmées du Gabon, nous voulons maintenant bondir pour qu'on soit entendu, pour qu'on soit compris, pour qu'on écrive nous-mêmes notre propre histoire. Il faut que ça, on arrive à créer un centre culturel des peuples autochtones du bassin du Congo. Et là, vous effleurez un problème qui nous intéresse particulièrement, c'est celui du rapport du pygmée avec l'école. Alors, l'école, est-ce que ça vous dit grand-chose pour vous, les peuples pygmées? Oui, l'école pour nous, elle est normale. Nous avons notre école. Dès que nous connaissons déjà compter et lire en langue, pour nous, l'école moderne, ce n'est qu'une formalité. Parce que nous savons, à l'école, on va vous montrer un, et nous, on a un bâtonnet. Deux, on nous montre deux bâtonnets. La machette. L'école moderne dessine la machette, mais nous l'avons en main. La cuillère, on sait fabriquer une cuillère avec un bois. La louche, nous les en avons, avec des feuilles pour boire l'eau. Vous voulez dire que vous avez une intelligence pratique? Elle est normale. Aujourd'hui, nous, si nous voulons vraiment aller à l'école, nous serons au-dessus de tout le monde. Oui.
Parce que notre intelligence, c'est de là que les Blancs sont venus se cultiver pour développer aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Oui, ils ne sont pas venus vers l'Afrique pour seulement chercher à découvrir les pays. Non, c'est pour chercher à puiser ce qui était propre pour pouvoir le développer aujourd'hui. Et c'est ce que nous vivons. Mais nous avons notre école au village. Nous savons lire, nous savons écrire. La montre, nous avons nos montres. La boussole, nous avons nos boussoles. Ah bon? Ah, mais oui, monsieur. Aujourd'hui, moi, je me mets debout. Si je ne vois pas ma statuette, ça veut dire qu'il est déjà midi. Oui. Et quand je me retourne et que ma statuette est à droite, je sais qu'il est déjà 15 heures. Et le temps m'appelle pour se déplacer. Grâce à ma statuette. On a un instinct, une sorte d'instinct qui essaie de gouverner vos pas. C'est ce que nous avons de communion ou de commun avec l'éléphant. Oui. Dites-nous quelque chose. Alors, l'éléphant a le même même instinct que nous. Oui. Parce que là où il y a le danger, l'éléphant dévie. Vous pouvez le poursuivre. S'il y a un ravin, il va l'éviter. C'est comme nous. On ne se balade pas dans la forêt pour se promener dans la forêt. Nous avons des objectifs, préserver, produire, consommer et reboiser après. Et voilà donc de bons partenaires pour le développement durable. Oui. Mais on présente assez souvent le pygmée comme quelqu'un de dénudé, qui ne porte pas de vêtements, qui ne porte qu'un cache-sexe. Alors, si tel est le cas, comment le pygmée fait-il pour pouvoir se prémunir contre les intempéries, à l'instar des pluies? Oui, vous voyez, quand on retrace la préhistoire, autre chose. L'homme naît comme nu. L'homme naît nu. Mais qu'est-ce qu'il faut? Si vous n'avez pas, à l'époque de la création du monde, est-ce qu'il y avait des industries de pagne et de tout ça? Pas du tout. On se protégeait, la femme accouche sur les feuilles, et le premier habit de l'homme, c'est la feuille. Et c'est normal que les colonisateurs qui sont arrivés chez nous, les premiers, nous trouvent nus, avec des cache-sexes. Mais maintenant qu'ils ont amené le modernisme, nous voici en veste, nous voici en costume. Mais voilà. Mais nous n'oublions pas que nous sommes nés nus et nous repartirons nus. Vous êtes en veste, vous êtes bien habillé. Est-ce que dans votre entendement, cela ne vous dénature-t-il pas? Je suis dénaturé là où je suis. N'est-ce pas? Oui, parce que je ne suis pas dans mon environnement. Oui. Et je ne vis pas ma vie. Oui. Du fait que cet habit-là est encombrant pour moi. Oui. Or, avec le cache-sexe, je peux rester à tout moment et en tout lieu. Or, avec ce que nous avons maintenant comme habit, mais c'est pour juste un temps, et puis après vous revenez encore nu. Oui. Alors, c'est comme le crocodile qui sort de l'eau. Oui. Il veut prendre de la chaleur au soleil, pour faire un bain de soleil. Mais son frère, le tétard, lui dit, ne sors pas, toi tu es né dans l'eau, tu resteras dans l'eau. Le crocodile sort, il se met pour prendre un bain de soleil. Oui. Voilà la pluie qui tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de rester hors de l'eau, il court pour repartir dans l'eau. Et son frère, le tétard, lui dit, mais crocodile, tu joues à quoi? L'eau qui tombe du ciel, là, c'est la même eau. Parce qu'elle va revenir ici dans l'eau. Donc tu n'as pas la tête. Et c'est comme ça le crocodile est resté avec les yeux en l'air. Mais on nous dit souvent que les pygmées ont pour habitude de quitter le lieu où ils vivent, c'est-à-dire le village, si pour appeler ça comme ça, lorsque survient par exemple un malheur. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Non, pas seulement les malheurs. Nous avons dans l'histoire de notre communauté, les pygmées, la notion de la gestion de la nature. C'est pas seulement quand la personne meurt, ça c'est autre chose.
Mais ce qui est à nous, c'est la gestion de la nature, donc de l'écosystème forestier. Nous ne savons pas, nous avons des produits rudimentaires pour l'agriculture, l'élevage, la pêche. Une fois qu'on a cueilli des fruits dans ce milieu, il faut les laisser repousser. Si on a chassé 2 ou 3 gibiers dans ce milieu, il faut le laisser régénérer, reproduire. Si on a pêché 1 semaine dans cette partie de rivière, il faut laisser cette rivière que les poissons se reproduisent pour que l'année prochaine, même si nous revenons, on va trouver toujours la nature en équilibre. Si vous avez fait une plantation ici, il faut la laisser l'année prochaine en jachère voilà. Pour faire en sorte que l'humus et tout ça voilà. reviennent, que les engrais naturels reviennent. Mais le mysticisme de la forêt gabonaise aujourd'hui, c'est quoi? C'est la régénération sans engrais. Vous ne voyez pas le secret et vous venez détruire une forêt que Dieu a donnée par sa bénédiction. Alors vous venez la détruire et vous prétendez faire un reboisement. Est-ce que vous êtes Dieu pour remettre les mêmes arbres que vous venez de trouver qui datent là depuis des millénaires et vous vantez à venir dire qu'on va faire un reboisement? Vous allez reboiser le Kevazingo, le Padouk, le Zigo, même le Koumé, vous allez le reboiser. Et même s'il faut reboiser, c'est que c'est des hectares et des hectares. Et si vous le reboisez, oui. Ce n'est plus le même sol. Bien sûr, bien entendu. Ce n'est plus le même environnement. Et ce n'est même plus le même temps. Parce qu'aujourd'hui, les effets du changement climatique est en train de tout raser. Les effets du changement climatique occasionnés par l'homme, tout comme le reboisement aujourd'hui, la déforestation aujourd'hui, occasionnée par l'homme. Aujourd'hui, c'est comme le conflit homme et faune, occasionné par l'homme. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver de solution. Vous êtes paniqués. Nous sommes paniqués. Nous ne sommes pas déséquilibrés. Nous avons la vie devant nous. Nous la lisons tous les jours. Or, vous, pour lire quelque chose que vous avez mémorisé hier, il faut relire ce que vous avez eu à lire. Or, nous la lisons tous les jours. Vous voulez dire que vous êtes au contact de la réalité tous les jours? De la vie. De la vie, oui. Tous les jours. Denis Massandé, et si on vous demandait de nous parler un peu du mariage en pays pygmée, est-ce que là-bas, chez les pygmées, le mariage, il est endogamique ou exogamique? C'est-à-dire que, est-ce qu'on se marie à l'intérieur même de sa cellule, ou bien on va chercher épouse ailleurs, ou époux ailleurs, bien sûr. Oui. Le blanc n'épouse que le blanc, au pays des blancs. Le noir ne peut épouser que le noir au pays des noirs. Mais si vous immigrez maintenant, vous êtes obligé d'aller épouser une autre race. Et c'est ce que vous occasionnez aujourd'hui, les mariages. Mixte, là. Mariage non, mixte. les mariages. Ouais. Parce que moi, aujourd'hui, je suis né pygmée. Dès que je quitte ma cellule de mon campement pygmée pour aller à un village bantou, je m'accroche à une famille et je me marie là-bas. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le mariage. Mais chez nous, le mariage n'existe pas. Ah bon? Oui, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas histoire comme chez vous où il faut organiser de grandes fêtes. Ah, avec des grandes dépenses, des millions de francs, des objets achetés. Ce ne sont même pas des objets que vous produisez. Vous voyez là où est le danger du mariage. Or, chez nous, c'est juste des échanges. Je te donne un gibier, tu me donnes un gibier. Vous êtes resté dans la logique du troc, quoi. Non, le troc, c'est quand l'autre amène... On échange des produits. On échange des produits. Mais là, on se complète. Oui. Tu as amené un gibier aujourd'hui, je m'avais donné à mon beau-père une partie du gibier. Le beau-père a tué un cochon, il prend une partie, il vient donner à la belle famille. Oui. C'est comme ça.
Mais le troc chez nous, c'est avec l'arrivée des Blancs. Oui. Le sel, Oui. on échange contre l'huile, Oui. on échange la gazelle contre une feuille de tabac, les allumettes contre un seau de miel. Et c'est ça le troc. Mais nous, c'est pas ça. C'est juste des échanges. Mais dans la cellule, on se marie. Moi, je peux épouser ma soeur. Je peux épouser mon frère. Ah bon. Oui. Parce que nous sommes dans la même cellule. Ce n'est pas des villages comme je vois ici, Mouela, Mimungo et tout le reste, où les gens se fréquentent, tout ça. Mais pour avoir un groupe pygmée, il faut faire des centaines de kilomètres. Ah, d'accord. Est-ce que tu comprends? Alors donc, nous, c'est dans la cellule. Si l'enfant de ton grand frère peut épouser l'enfant de mon petit frère, il n'y a pas de problème, c'est dans la famille. Et on avance comme ça. Et c'est comme ça qu'est né le mariage et la solidarité du peuple pygmée. En fait, c'est pour procéder également au renforcement de la cellule. De la cellule. Parce que si vous sortez déjà un élément de votre cellule, c'est fini. Ce n'est plus ça. Et dites-nous, quel est votre rapport à Dieu? Notre rapport à... Vous croyez en Dieu? Oui. Mais c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et comment vous faites pour le célébrer? Mais déjà par le fait que au commencement était la parole. Et c'est ce que nous avons maintenu. Pour célébrer Dieu aujourd'hui, nous avons nos us et nos coutumes. C'est quoi? C'est quoi? Dites-nous un peu. Mais vous avez des églises? Nous avons des églises chez nous, que vous, les Blancs, appellent les corps de gare. Oui. Qu'aujourd'hui, les autres peuvent appeler des musées. Mais ce sont nos églises. Où les femmes et les hommes, pour régler les problèmes, pour prier Dieu, pour invoquer le Seigneur, pour demander, faire des louanges, c'est au corps de gare. Nous avons nos églises. Mais aujourd'hui diabolisées, parce que l'Occident est venu avec leur civilisation pour dire arrêtez tout ce que vous avez, venez avec nous, c'est ici que vous allez trouver le salut. Or, aujourd'hui, on se retrouve que d'autres se réveillent en retard. Notre culture pygmée, elle est restée intacte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et est-ce que vous vous faites une idée, ou quelle idée vous vous faites des personnes comme, ou des personnages, hein, comme Marie, comme Joseph, comme Jésus? Quelle idée vous vous faites de ces personnages-là? Ils existent aussi dans notre coutume. Oui, dites-nous. Ils existent. Njambe, Kombe, Mwanga. Donc tout ça, ce sont ceux que vous appelez Jésus, Marie, Joseph, Mohamed, tout ça. Ils existent chez nous. Ils existent chez nous. Lapider le diable, ça existe chez nous. Quand on chasse un diable, on prend les cailloux, tout le monde demande, allez, lapidez-le. Ça existe. Mais donc, en fait, la religion catholique, pour ne prendre que celle-là, ne vous apprend rien. Ils ne nous apprennent rien. Ce qui est seulement le plus intelligent, c'est parce qu'ils ont des Bibles. Ils ont des livres écrits. Mais si c'est pour garder l'authenticité de l'Église catholique, aucun prêtre, aucun missionnaire aujourd'hui ne pouvait retracer l'histoire du catholicisme. Mais nous gardons notre histoire. Vous verrez un vieux au village qui va vous faire des contes de 1800 sans ouvrir un livre. Oui, c'est la civilisation de l'oralité. Voilà, sans ouvrir un livre. Or, aujourd'hui, pour que qu'un prêtre prêche, il faut ouvrir la Bible et lire. Donc nous, on a connu Dieu bien avant. Et nous connaissons aussi Dieu dans notre culture. Dites-moi, quel sens vous donnez au Bwete? Le Bwete, le fameux rite, le Bwete. Parce que certains disent que le Bwete est une religion. Est-ce que vous pensez comme eux? Mais absolument. Le Bwete n'est pas seulement... C'est quoi le Bwete? Les gens parlent du Bwiti, le Bwiti, le Bwiti. C'est parler d'abord en quelle langue?
Les autres appellent Bouété, les autres Bouiti. C'est parler en quelle langue? Parce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas en langue Tsogo? Non? Ou Apinji, puisqu'on dit que les Tsogo et les Apinji, ce sont ceux-là à qui on doit le Bouété? Je ne veux pas rentrer dans ce débat. D'accord. Ça peut faire l'objet d'une autre émission. Oui. Parce que quand vous comprenez Boué, le préfixe Boué, c'est-à-dire il faut arriver. Bouéaga, ça veut dire arriver. Bouété, c'est-à-dire arrive et tu puises. Bouété. Té, ça veut dire puiser. Puiser. Bouété. Et qu'est-ce qu'on vient puiser comme ça quand on arrive et on puise? Bouété. On puise quoi? Il faut d'abord s'initier, il faut rentrer dans le monde des inconnus. Oui. C'est ce qu'on appelle Bouéaga. C'est-à-dire il faut arriver dans ce monde et s'approprier. Il faut voyager. Il faut voyager dans ce monde par une initiation et aller s'approprier de ces connaissances-là pour venir les inculquer aux autres. Oui. Parce qu'on ne s'initie pas parce que tu es malade, non. Les gens qui vont là-bas ou qui font le bouti pour des maladies et tout ça, mais ne trouvent pas le salut du bouété. Non, monsieur. Le salut du bouété, c'est aller et ramener pour continuer à léguer ce que vous avez appris dans votre initiation aux autres. Perpétuer la tradition. La tradition. Ah, d'accord. Mais les gens qui vont parce qu'il est malade, ils cherchent du travail, c'est comme les gens qui vont à l'église. Ils vont prier Dieu parce que je veux avoir une femme, du travail et tout ça. Mais Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu a dit croyez en un seul. Et c'est à moi. C'est à moi que vous allez dire Seigneur, regarde mon destin. C'est à lui de t'orienter s'il peut te donner une femme ou un homme. Tu ne vas pas aller chanter toute une journée, toute la longueur de temps, durant des temps pour avoir une femme ou un homme. Non, Dieu ne donne pas. Oui. Comment vous vous comportez aujourd'hui, vous, association de peuples pygmées, comment vous vous comportez aujourd'hui face, par exemple, à la transformation sociale, à la transformation des villages, à la transformation de la société en un mot? Mais c'est une gâchis. C'est une perte. Et Dieu frappe. Et Dieu ne bénit pas ça. Il faut avoir le respect et l'amour. Parce que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais c'est d'autres qui sont venus nous inculquer ce comportement. Mais si les autres nous auraient compris de rester dans notre authenticité, dans nos ressources, dans notre mode de vie, dans vos us et coutumes. Dans nos us et coutumes. Vous voyez les Chinois aujourd'hui. Oui. Vous voyez les Indiens aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas les perturber. Ils nous vendent ce qu'ils ne mangent pas. Alors, donc, aujourd'hui, le développement du pays, les mentalités qui changent et tout ça, mais c'est une perte, c'est une malédiction. Et malheur à celui qui n'aura pas cru sans avoir vu. Nous, on a cru et nous continuons à croire jusqu'à aujourd'hui. Personne ne viendra nous perturber dans la forêt pour dire, même si c'est le développement du pays, les effets du changement climatique, nous avons cette histoire. Dieu a dit, croyez en moi et vous serez sauvés. Denis Massandé est finalement fier, je dirais même très fier d'être pygmée. Mais oui, parce que je peux aujourd'hui vous retracer l'histoire de ma famille et je peux aujourd'hui me mettre dans un milieu pygmée, que ce soit chez les Okandais, chez les Simba, chez les Miennes et tout ça, parler de nos us et coutumes. Sur 10 personnes qui vont m'écouter, il y aura 9 qui vont apprécier. Parce que je garde encore. Et ça circule dans mon sang. Ces us et coutumes. Donc selon vous, il y a chez tout bon pygmée une sorte de substrat
Absolument, monsieur. Oui. Absolument. C'est pourquoi les gens se disent que le pygmée est méfiant. Parce que le pygmée se dit, si je m'approche de ce visiteur, malgré tout ce que je peux lui dire, il ne va pas me croire. Il a avec lui une autre croyance. Et c'est cette croyance qu'il est venu vers nous. Et quelle croyance? La domination. C'est-à-dire, laisse-la, viens avec moi là où je viens. Et moi, je n'accepte pas. Laissez mon milieu, laissez ma famille. Et donc, vous êtes, bon, disons, un être vraiment naturel. Naturel, parce que même ici à Libreville où je suis, il ne se passe un week-end que je ne me mets pas sous les arbres pour écouter le langage de la forêt et de la nature. Et si l'on parlait un peu des clans, vous en avez aussi, des clans? Les clans, on les a trouvés dans le brassage avec les autres peuples. Ah, d'accord. Oui. Et donc, vous avez embrassé le phénomène clanique. Voilà, avec au les contact autres. avec les autres. Voilà. Oui. Mais sinon, dans nos milieux respectifs, au commencement du groupe pygmée, nous sommes restés un, sans clan. Qui dit clan? Séparation, discrimination, adultère, divorce, problèmes, les guerres, les conflits, les mésententes. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on en court aujourd'hui. Nous sommes restés solidaires. Alors, quelle idée, vous, les pygmées, vous faites de la mort? Parce que chez nous, chez certains peuples, ou chez la plupart des peuples bantous, la mort n'est pas souvent naturelle. Alors, le pygmée, est-ce que lui, il conçoit la mort comme les bantous, ou bien il la conçoit autrement? La mort, ce n'est pas une mort. La mort, c'est juste un passage d'un monde à un autre monde. Oui. Parce que nous, quand on dort, on peut revoir son grand-père, venir lui parler, venir lui donner des bénédictions, venir lui donner des orientations. Or ici, une fois qu'il est mort, il est mort. Or chez nous, la mort, on n'a pas peur. On peut continuer à habiter dans la même forêt, dans la même zone que les morts. Or chez vous, il faut mettre un cimetière, c'est-à-dire loin du village. Mais chez nous, c'est vraiment, si on ne vous montre pas, et si vous n'êtes pas du milieu, vous ne saurez même pas là où il est enterré. Et lorsque quelqu'un meurt, par exemple, dans vos villages pygmées, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, comme chez les Bantous, ou bien on chante, on danse, on fait la fête? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la fête. Oui. On ne danse pas. Bon, même si c'est une danse, c'est ce que vous appelez aujourd'hui des louanges. Pour que le Dieu accepte dans son paradis l'âme de celui qui nous quitte, tout en laissant ses péchés avec ceux qui vivent, qui vont rester. Mais nous allons chanter, nous allons danser, nous allons prendre à manger pour invoquer les autres esprits qui vont rester avec nous, de continuer à espérer que celui qui est parti, il n'est pas mort, mais il est avec nous, il est parmi nous. Alors, comment les pygmées font-ils pour calculer? Petite question comme ça, quoi. Bon, comment vous calculez? Vous calculez comme on le fait là, 1, 2, 3, 4, 5. Comment vous calculez, vous? Nous avons les bâtonnets. Ah oui? J'ai donné à Jérémie aujourd'hui un gibier. Je mets un bâton. Oui. J'ai donné à X une antilope. Je mets un bâton. Nous avons les bâtonnets. Oui. C'est ça le calcul. Et la tête, c'est notre livre. Parce que quand on consulte notre cerveau, il retrace à l'écriture de nos calculs. Or, chez vous, pour calculer, il faut avoir un papier, un bic. Mais nous, le bic, c'est le livre, le papier, c'est le cerveau. Et le bic, c'est la bouche. J'ai donné. Le blanc dit, il n'y a pas de preuves. Montrez-nous les preuves écrites. C'est que vous avez écrit. Mais nous, si vous dites,
Vous avez calculé que la dot s'élève à 10 000. Donnez-nous les preuves. Quelqu'un va t'amener un paquet de bâtonnets. Et lui, quand il va ouvrir, le juge, quand il va ouvrir son cerveau, il va dire telle année ou telle semaine, il avait donné un gibier, il avait donné un seau de miel, il avait jusqu'à finir le paquet de bâtonnets. C'est ça nos calculs. Vous venez de parler du juge. Alors, le juge chez vous, il y a une justice chez vous? Oui, il y a la justice. Ça s'opère comment? Il y a la justice. Ça se manifeste comment? Mais ça se manifeste d'abord par du fait que dans le groupe, s'il y a des conflits, par exemple de partage ou de relations, on fait asseoir le groupe et le juge donne sa parole de raison. Point de dispute, point de division. Trouvez-moi un gibier, on le mange et on se réconcilie. Mais donc, si je vois bien, chez vous, les Pygmées, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de raison. En fait, vous êtes dans... Il y a le tort lorsqu'il y a deux conflits. Oui. Il y a deux personnes qui sont en conflit. Oui, oui. Et ces deux personnes, s'ils ne se comprennent pas d'abord le langage. Oh, toi tu es un djebi, moi je suis un djebi. Tu es mon oncle, moi je suis ton petit frère. Est-ce qu'il peut y avoir un conflit? Non. Apparemment non. Apparemment. Juste des aménagements de compréhension. C'est comme chez nous. Le groupe est le même. S'il y a des disputes pour partage équitable des revenus de la chasse ou de pêche ou de cueillette, ne doit pas dépasser à une agressivité qui va occasionner maintenant des doutes au juge que ça, c'est un acte qui ne répond pas à la discipline du groupe. C'est aujourd'hui qu'avec le brassage des peuples, qu'il y a maintenant de justice où on vous dit toi tu as tort, toi tu as raison, et le coupable il est puni, et les témoins sont condamnés. Or là-bas, on se retrouve en groupe, en famille, on écoute les deux plaignants et on les ramène à la raison de la solidarité. Pas la raison de se justifier. Quand il y a justification, ça veut dire qu'il y a problème. La cueillette, la même chose. Et quand on se retrouve ensemble, tel n'a pas beaucoup produit, tel n'a pas grimpé plus haut, tel n'a pas récolté beaucoup de miel, tel n'a pas beaucoup soulevé, tout ça. Mais c'est des conflits qui sont managés dans la famille et qui ne demandent pas un procès de condamnation ou de justice. Alors pour parler de la chasse, pour revenir, je allais dire à la chasse, alors quels sont les instruments que vous utilisez pour pouvoir chasser, pour pouvoir tuer du gibier? Si je ne me trompe, il peut y avoir 5 instruments. Nous avons d'abord les pièges. Dans les pièges, il y a toute une série de pièges. Les pièges à rats, les pièges à crabes, les pièges aux oiseaux, les pièges aux singes, les pièges aux grands gibiers. Ça, c'est le piège. Bon, nous avons maintenant l'arc, avec une flèche imbibée de venin. Oui. Ce qu'on appelle le poison ou le mounadji. Qu'on appelle le mounadji. Oui, mais c'est Vous l'appelez aussi comme ça? Oui, ça dépend du milieu. Ah d'accord. Mais sinon, c'est mounadji. Parce que les Bapounou nous ont inculqué ça comme ça. Il faut appeler ça mounadji. Mais c'est un poison qu'on met, c'est à partir du piège, de l'arc et de fois même. On a utilisé une autre pratique de chasse telle que l'étouffement par la fumée. Ah, oui. Les rapalmis, s'il ne veut pas sortir, eh ben nous boulons à l'entrée de il faut enfouir son terrier. On souffle, on souffle. Oui. Dès qu'il est étouffé, il est obligé de sortir. C'est comme le miel.
dans la ruche, on n'a pas besoin de détruire la ruche. On étouffe et on récolte. Ah bon? Sans détruire la ruche. Oui, dès qu'on l'étouffe, on étouffe les abeilles et tout de suite, ils s'en vont, d'autres vont agresser pour se défendre, Oui. mais la ruche va rester intacte. On récolte le miel et on s'en va. Donc, il y a au moins 3 ou 4 pratiques de chasse. Et quelles sont les boissons alcoolisées que vous consommez en pays pygmée? Vous savez, dans la forêt, il y a même des fruits qui saoulent. Des fruits, même des écorces qui peuvent saouler et qui peuvent tuer. Oui. Vous avez des herbes, vous les fumez, mais ça vous saoule. Aujourd'hui, ce que vous appelez le chanvre indien, ce n'est pas du vin, mais ça saoule plus que le vin. Il y a le vin de palme, le vin de palmier, et il y a le vin de miel. Donc, au moins 3 sortes de vins que nous utilisons. Nous croyons avoir fait avec vous, Denis Massandé, le tour de la question. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous demander, en fait, quel message vous pouvez livrer aux autres peuples, j'allais dire au peuple bantou, vous en tant que pygmée. Merci de l'occasion que vous m'accordez aujourd'hui, votre studio, votre télévision. C'est d'abord remercier les dieux qui ont poussé votre personne à m'inviter à venir présenter un peu l'association et aujourd'hui la vie des peuples pygmées du Gabon, méconnus. Et de fois, les gens en parlent en faux sans toucher du doigt les réalités de mode de vie du peuple pygmée du Gabon. Et je dis que ce soit le pygmée du Gabon, du Congo, de la Guinée, du Cameroun, de la RDC, du Burundi ou du Rwanda, nous sommes un. Nous avons nos us et coutumes basés dans le respect et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Voilà, c'est par ces mots que cette émission Plateau Spécial s'achève. Le plateau spécial sur Proximité Web TV recevait aujourd'hui Denis Massandé. Denis Massandé est président de l'association pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon. Nous le disons merci, nous serons avec lui dans d'autres émissions, bien entendu. Mesdames et messieurs, à vous aussi merci d'être toujours des nôtres sur Proximité Web TV.